Nassim, dis le mode avion au téléphone pour activer le C'est Wi-Fi. bon, c'est bon. C'est bon, Drita, je crois qu'on est live. C'est Nous bon, sommes en normalement, on est live. Oui, on est là en direct. Bonsoir, mes amis cinéphiles, dans un nouveau numéro de Special Guest. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un écrivain au style à la fois brutal et poétique, bien sûr qui séduit le public, les critiques, mais aussi les cinéastes, dramaturges et bédéistes qui ne cessent d'adopter ses œuvres aux quatre coins du monde. Il s'agit de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Barakallahu Fik. Je suis content d'être parmi vous, d'autant plus que j'ai toujours encouragé des initiatives comme la vôtre, dans un monde où la culture, surtout chez nous, a tendance un petit peu à s'endormir sur ses anciens lauriers. Et donc, je vous félicite pour ces initiatives voilà, que je soutiens de tout mon cœur. Merci, très bien. Alors, je serai accompagné ce soir par mon ami, le fondateur de Cinéphilia Society, Nassim Brahimi. Nassim, bonsoir. مساء الخير نبيل، مساء الخير سي محمد منصور. أهلا وسهلا. ومساء الخير لكل السنافل. Alors, une brève présentation, bien sûr. Vous êtes né en 1955. Mais il ne faut pas le dire. Vous me faites vieux. Alors, vous intégrez l'école des cadets de la Révolution à l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 18 ans, vous écriviez déjà votre premier recueil de nouvelles. Et à partir de 1984, vous commencez à publier vos œuvres. Pour commencer, avant de laisser la parole à Nassim, Yasmina Khadra est-il un amateur de cinéma? Si c'est oui, quel est le genre, votre genre cinématographique? Avec votre permission, je voudrais d'abord m'attarder sur deux points qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est justement cette pandémie en Algérie qui a tendance à s'accélérer. Et beaucoup de nos compatriotes semblent négliger la dangerosité de ce mal. Voilà, et ils ne respectent pas les gestes barrières, ni le port de masque, et ils font comme s'il s'agissait d'une mascarade. C'est terrifiant parce que aujourd'hui, les chiffres en Algérie dénoncent 18 242 cas. 18 242 cas et nous avons atteint 998 morts. C'est-à-dire nous avons déjà 1 millier de morts. Et malgré tout ça, il y a cette négligence, cette insouciance, cette irresponsabilité qui caractérise le grand nombre de nos compatriotes et c'est très dangereux. Par ailleurs, je suis outré, vraiment outré et agacé par les arrestations massives qui frappent les citoyens, les médecins et les infirmières et les infirmiers qui dénoncent justement le dysfonctionnement dans certains centres hospitaliers en Algérie. Ces gens-là ne doivent pas être arrêtés, ils doivent être félicités parce qu'ils permettent aux autorités locales de situer un peu les failles, les errements, les erreurs afin de les corriger. Donc, je ne comprends pas du tout ces arrestations stupides qui n'ont aucune raison d'être. Si on veut se corriger, il faut d'abord apprendre à reconnaître ses défauts. Je sais que depuis 1962, nous, Algériens, cohabitons pacifiquement avec nos défauts. C'est-à-dire nous avons réussi à en faire quelque chose d'organique. Mais ces défauts-là ont prouvé qu'une nation comme la nôtre n'est pas à sa place dans le concert des nations. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les autorités locales arrêtent tout de suite ces arrestations qui visent des citoyens honnêtes qui ont le courage de dénoncer les erreurs et qui ont aussi une grande responsabilité. L'Algérie n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ce pays. Énormément de gens sont morts pour que l'Algérie ne devienne pas le Cambodge des Khmers rouges et des Pol Pot ou bien la Corée du Nord. Les gens sont morts pour que les Algériens soient respectés et non pas chosifiés. Donc, je dis aux autorités locales d'arrêter un petit peu cette répression qui n'a aucun sens. Donc, c'est vrai que je suis pour que le citoyen algérien respecte d'une manière scrupuleuse les mesures drastiques imposées par l'État, parce que c'est dans l'intérêt de la nation, mais parallèlement à ça, il ne faut pas confondre un citoyen avec un criminel. Voilà. Et le deuxième point, je voudrais, toujours avec votre permission, remercier le ministère de l'Éducation nationale de Tunisie
qui m'a fait un grand plaisir aujourd'hui d'apprendre qu'il a proposé comme sujet pour le baccalauréat un extrait de mon roman L'équation africaine, et ça m'a vraiment touché et ça m'a réconforté dans mes ambitions maghrébines, parce que je trouve que nous avons 3 pays magnifiques, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et nous sommes capables de faire de cet îlot un véritable paradis qui donne sur la mer Méditerranée. Et maintenant, bien sûr, je suis à votre disposition. Je m'excuse pour cette incartade, mais c'est une incartade nécessaire pour moi. Oui. Donc, moi, je suis un cinéphage. Je ne suis pas un cinéphile, je suis un cinéphage. J'adore le cinéma. Depuis que j'étais petit, le cinéma a toujours été quelque chose, une attraction splendide, presque cosmique pour moi. Et donc, je n'ai pas de préférence. Tout ce qui est beau m'émerveille. J'aime les films policiers, les films, les sagas, les histoires d'amour, tout, pourvu qu'il y ait un socle assez porteur et assez édifiant. Et bien sûr, je salue au passage cette générosité extraordinaire que nous proposent les réalisateurs de cinéma. Bon, je pense que vous avez répondu à ma première question, mais معليش نزيد نحاول نتعمق معك شويه. احنا شفنا ديجا جو بونس كو ياسمين خضراء دار بزاف لقاءات كاديب كروائي. دونك حنا اليوم سكي نوز انتيريس سي ياسمين خضراء لو سينيفيل اي ياسمين خضراء لا سورس دانسبيراسيون pour le cinéma, parce que عندك بزاف لي زوفر qui ont été adaptées le cinéma. La relation entre le cinéma et la littérature كانت شويه compliquée à travers l'histoire. بدات déjà avec Georges Méliès qui en 1902 déjà adapté Jules Verne, un voyage dans la lune. mais دائما كاينه هذيك يعني شويه النظره مش عارف اسكو لو مو ابروبري او تيرم تاع لا ليتيراتور envers le cinéma. دائما نشوف فيه ان سوزار ولا حاجه. bon ça a changé depuis bien sûr, mais pour Yasmina Khadra, homme de lettres, que représente le cinéma autant qu'art? C'est un art à part entière, bien sûr. C'est peut-être même l'une des plus belles générosités artistiques après la musique. Bon, le cinéma permet à une œuvre littéraire, par exemple, d'élargir son audience. D'ailleurs, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde ne lit pas. Mais il est plus facile de voir un film que de terminer un livre. Et le cinéma, il est à la maison. Il suffit d'une télécommande pour zapper et trouver tout le genre de films qui pourraient nous intéresser. Donc moi, je n'ai pas un regard hautain, au contraire, j'ai un regard plein de gratitude. Et je salue, c'est un honneur pour moi d'être adapté au cinéma. Même si quelquefois, et ça se comprend très bien, on n'est pas satisfait par le résultat, mais je reste quand même assez reconnaissant pour les gens qui s'intéressent à mes œuvres, qui essayent de leur donner une portée beaucoup plus visuelle et charmante, parce que le cinéma, c'est quelque chose c'est un voyage immédiat. Ce n'est pas qu'en livre, on passe beaucoup de temps à essayer de déceler ces rouages, voilà, de visiter ces arcanes et tout. Et puis, mais le cinéma, il est arbitraire, il nous impose une image, il nous impose des personnages, un dialogue, et on s'évade avec lui. Donc, moi, ça n'a pas été, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, un peu conflictuel. Parce que, bon, on a une relation intense entre le cinéma et la littérature, qui a même quelques statistiques, un film sur 5 aujourd'hui qui est inspiré d'une œuvre littéraire. C'est-à-dire soit adapté, soit inspiré. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger parce que dernièrement, il y a au niveau, par exemple, ici en France, les éditeurs commencent à s'intéresser aux ouvrages qui sont susceptibles d'être adaptés au théâtre ou au cinéma. Et bien sûr, ils sont en train de perdre, moi, de la même façon, l'apport de cette littérature dans ce qu'elle a de stylistique, de ce qu'elle a comme beauté graphique, comme beauté littéraire. Et ça, c'est dangereux aussi. Alors, je pense que le cinéma est au service de la littérature, mais elle ne doit pas effacer la littérature.
Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les éditeurs en France. Une problématique aujourd'hui est le coût de plus en plus élevé pour l'achat des droits de certains best-sellers. On a l'impression que l'amateurisme est en train de s'effacer, laissant la place, disons, à une vraie industrie, à une professionnalisation, une structuration de la relation entre le cinéma et la littérature. Oui, il y a de ça, bien sûr, mais il ne faut pas comprendre que vous avez déjà cité le mot fondamental, c'est industrie. L'industrie, c'est surtout brasser large, essayer de toucher un plus large public et rentabiliser constamment une œuvre adaptée. C'est normal que les producteurs tablent sur la rentabilité et quelquefois pas sur la qualité du tout. Mais cela n'empêche pas la littérature d'apporter aussi beaucoup à l'imaginaire cinématographique. Ce qu'il faut juste respecter, c'est l'adaptation. Le mot adaptation. L'adaptation, ce n'est pas copier-coller. L'adaptation d'une œuvre passe par la sensibilité d'un réalisateur, par sa propre approche artistique, sa propre approche culturelle. Il pourrait la modifier en fonction de ce que lui, il voudrait, il a compris ce qu'il voudrait proposer aux spectateurs. Donc, moi, je suis dans ce respect-là. J'ai eu beaucoup de problèmes avec certains réalisateurs. Je pardonne à certains parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pardonne beaucoup moins à ceux qui se sont laissés impressionner par les producteurs et par des influences extérieures au cinéma, comme l'Attentat, par exemple. L'Attentat, il aurait pu faire un film superbe. Je ne comprends pas pourquoi cette œuvre qui a touché en 2010 2 millions de lecteurs dans le monde et au cinéma, il n'a pas dépassé les 300 000 dans le monde entier. Donc, c'est un peu bizarre comme approche, mais c'est une approche qui est réelle, malheureusement. Donc, c'est bien de respecter le réalisateur, mais il faudrait aussi que le réalisateur se soucie un petit peu du message qui a donné naissance à une œuvre. Dernièrement, on m'a proposé l'adaptation en feuilleton pour une télévision de l'attentat. Et on m'a expliqué que dans le contrat, les éditeurs veulent absolument imposer leur point de vue. J'ai dit non. C'est-à-dire, on peut toucher une œuvre, bien sûr, sur le plan esthétique. On peut introduire même d'autres nuances, mais on ne peut pas toucher à l'essence d'une œuvre, et ça, je ne l'accepterai jamais. Justement pour continuer, si le roman, disons par nature, est l'œuvre d'un individu, le film est une entreprise collective, associant, disons, une dizaine, voire une centaine de personnes. Pour vous, Yasmina Khadra, l'adaptation cinématographique est-elle un travail commercial ou artistique? Ou tout simplement, disons, adapter, c'est pour redécouvrir et dynamiser l'histoire? Écoutez, en tous les cas, ce qui frappe le cinéma frappe aussi la littérature. La littérature aussi qui est quelquefois purement commerciale. Donc, ça dépend de qui est derrière la caméra et qui a entre ses mains la plume. Donc, on ne peut pas, chacun a sa propre façon d'interpréter les choses. Il y a des gens qui préfèrent aller vers ce qui est rentable et d'autres qui préfèrent aller vers ce qui est artistique. Donc, voilà. Il y a d'ailleurs, les films qui marchent le mieux, s'inspirent pratiquement des livres qui marchent le mieux. Vous allez voir un grand film, une saga et tout, vous avez de fortes chances de ne pas rencontrer le public qui sied justement à ces dimensions, et vous allez voir un film qui m'a, comment ça s'appelle, Speed, ou les films de folie, de bagarre et tout, qui sont d'une idiotie intenable et qui raflent la mise à chaque coup. Donc ça dépend, tout dépend de l'homme qui est derrière. Il y a des réalisateurs comme Steven Spielberg, comme, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui sont allés vers ce qui est artistique et beau et aussi intelligent, et d'autres qui préfèrent. Maintenant, par exemple, vous voyez un petit peu les séries policières à la télé, c'est le même schéma, le même mode de travail, la même recette et les mêmes sujets. Donc, on ne fait que changer de place des histoires qui sont absolument fusionnelles entre elles. Donc, voilà, ça dépend. Tout dépend
ce qu'on veut donner comme envergure à son œuvre. Monsieur Yasmine Khadra, on a toujours surtout c'est-à-dire les la littérature, beaucoup de cas, ils sont déçus par les adaptations, dans beaucoup de cas. Il y a des cas où voilà, c'est bien, ça marche, ça donne même une visibilité de l'œuvre. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est à peu près grâce au cinéma, اللي ولا هذا العمل المعروف كبير. Par contre, كاين les œuvres اسمح لي même الكتاب كان عنده صدى عالمية les années du Seigneur. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais l'ouverture quand même après le cinéma ولا Game of Thrones ثاني. Donc je veux pas dire باللي c'est-à-dire le cinéma c'est هي الوحيدة اللي تمد la visibilité, mais dans certains cas تقدر تمد une autre dimension à l'œuvre. C'est vrai. Et dans certains cas, à titre d'exemple, le parrain, quand on lit le livre, ce n'est pas une œuvre fantastique, hein, c'est une œuvre presque rudimentaire. Mais le film, c'est du pur génie, c'est un chef-d'œuvre. Mais كاين دي كا اخرين انت راك لمحت على الامر وين تكون لوف ليتيرير يعني مقروءه بشكل كبير، ولكن يعني الادابتاسيون تاعها السينما اما ما يكونش عندها نفس الرواج اما تكون سيئه، يعني سيئه كادابتاسيون. شفنا دام براون باغ اكزومبل، دام براون لا تريلوجي تاع دام براون السينما سي با لي زوفر تاع دام براون يعني. مي اسكو ما كانش اون كومبريهنسيون دو لا بار دو بوبليك تاع لا ليتيراتور دو سكي لو سينما، باسكو سي ان ماتيريو ديفيرون avec des règles différentes. Oui, on ne peut pas transposer l'histoire telle qu'elle vers l'écran. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension de la part du public qui s'intéresse à la littérature? Je ne peux pas parler d'incompréhension, je dirais incomplétude. Incomplétude. Vous savez, le cinéma, Kima Gutenteya, il est l'otage de plusieurs exigences. Déjà sur le plan financier, sur le plan matériel, il y a aussi les producteurs maintenant qui s'immiscent dans les affaires du réalisateur lui-même. Les producteurs ont leur mot à dire, c'est catastrophique. Moi, je me rappelle quand j'avais écrit le scénario de Enemy Way avec Forest Whitaker et Harvey Keitel, j'avais proposé un scénario qui était très riche, bien ficelé et tout, mais aux États-Unis, les producteurs ont dit non, écoutez, ça, est-ce que le public américain va comprendre, va assimiler, va accepter, va rejeter? Et ils se sont introduits d'une manière assez brutale sur le scénario et le résultat était un fiasco. Le film n'a pas été quelque chose de grand. Pourtant, il y avait deux géants d'Hollywood. Mais c'est un bon film quand même. Écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup apprécié parce que, sachant ce que j'avais écrit et ce que j'ai vu, ça a été un petit peu, ça a été même tragique pour moi. Mais il y a des réalisateurs qui, c'est vrai qu'on ne peut pas adapter une œuvre. Une œuvre, elle est d'une liberté absolue, puis elle permet au lecteur de construire lui-même cet imaginaire et d'imaginer lui-même les personnages et de donner même l'accent au dialogue, l'action qui l'interpelle et qui le touche et qui le réconforte dans sa compréhension. Mais le film, le cinéma, est arbitraire. Il est arbitraire. Il choisit lui-même les personnages, il nous impose un cadre bien déterminé, un dialogue et des sons qui ne sont pas obligatoirement ceux qu'on a perçus pendant que nous étions en train de lire. Mais le cinéma reste quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une charité humaine inépuisable et personnellement, j'adore vraiment le cinéma. J'aimerais bien, moi, si j'avais un peu de talent, j'aurais adapté moi-même mes romans, mais je suis sûr qu'un réalisateur le réussirait beaucoup mieux que moi. Vous en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous attendez exactement d'une adaptation? C'est-à-dire, l'adaptation, elle est fidèle, il transpose l'histoire qui m'a ou vous avez d'autres critères? Écoutez, il paraît que Boris Vian a eu une crise cardiaque quand il a vu l'équipe du jour au cinéma. Donc, moi, je n'ai pas d'exigence. Sincèrement, je ne m'immisce pas dans le travail des réalisateurs. Je leur fais confiance. C'est un peu comme pour les traductions. Je ne connais pas toutes les langues. Et puis, je suis traduit dans plusieurs langues et je suis incapable de vous dire si la traduction est bonne ou mauvaise. C'est au lecteur
de me le faire savoir à travers sa propre appréciation et sa propre approche du texte. Mais je ne sais pas, moi, je ne peux pas, je m'interdis de donner des leçons à un réalisateur. J'espère tout simplement que le résultat ne soit pas très éloigné de ce que moi j'ai imaginé. À titre d'exemple, vous avez été déçu par quelques adaptations. Vous avez été déçu. Oui. L'attentat m'a beaucoup déçu parce que quand même on est resté dans une seule vision de problème. On a oublié l'autre partie et c'est devenu un thriller, quelqu'un qui cherche de façon névrotique à connaître les raisons qui ont poussé sa femme à se suicider. Mais parallèlement, pas le vrai parce qu'il y a une partie qui a été traitée, mais l'autre partie est restée orpheline de l'histoire et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé. Et même les gens qui avaient lu le livre n'ont pas aimé le film. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle tentative d'adapter le roman en feuilleton pour la télévision. Donc, le réalisateur a promis d'essayer d'arranger ce qui n'a pas été fait pendant le film ou dans le film. Mais moi, je respecte sincèrement. C'est un honneur pour moi d'être adapté. Mais en même temps, quelquefois, on est déçu, mais ça fait partie de la vie. Donc, seuls les Russes, moi je le disais il y a quelque temps dans une autre visioconférence, seuls les Russes du temps de Staline adaptaient fidèlement une œuvre. C'est vraiment, moi j'ai vu, je suis un grand lecteur de la littérature russe et j'ai vu beaucoup de films adaptés des œuvres russes et c'était pas croyable. Il y avait une telle fidélité, une telle, comment dirais-je, une telle loyauté que c'était presque un texte que je voyais, non pas le film. Justement, monsieur Yasmine Khadra, parce qu'il a cité le détail de l'adaptation fidèle, mais est-ce qu'une adaptation fidèle fait forcément un bon film? Parce que, par exemple, si on prend le cas de Shining, Stephen King, c'est-à-dire, il a renié le film carrément. Voilà, c'est une trahison, c'est une mauvaise adaptation. Ouais. N'empêche que le film de Stanley Kubrick, c'est un bon film. C'est-à-dire, est-ce qu'une bonne adaptation fait nécessairement un bon film et vice-versa? C'est-à-dire, il peut y avoir une mauvaise adaptation, mais qui fait un bon film. Écoutez, ça dépend du réalisateur. Hein. Ça dépend du réalisateur. Vous savez, un écrivain, il devient susceptible quand il confie son œuvre à quelqu'un d'autre, surtout à un artiste. Donc, il souhaiterait que son œuvre ne soit pas profanée, ne soit pas déformée par cette, comment dire, cette adoption et non pas adaptation. Donc, mais il faut respecter. Il faut toujours se mettre dans la tête, profondément dans le crâne, que le réalisateur aussi a sa propre sensibilité. Il a sa propre lecture. Un roman propose des milliers et des milliers de niveaux de lecture. Ce que vous lisez n'est pas obligatoirement ce que d'autres ont perçu dans mes livres et d'autres ont rejeté. Donc voilà, c'est très difficile. Moi, je n'aime pas juger les gens. J'ai beaucoup de respect pour les artistes. Je veux même vous donner un exemple très, très simple. Je me rappelle lors de l'adaptation théâtrale de Kozinka. Kozinka, c'est un aparté. Il n'y a rien, il n'y a qu'un psychopathe face à ses délires, face à ses traumatismes, face à ses colères. Et c'est tout le refoulement qui est raconté à travers un texte d'une brutalité inouïe, mais aussi d'une lucidité. Enfin, j'espère. Et quand j'ai vu la pièce théâtrale à Rhodes, je n'en revenais pas. Il y avait la mer, il y avait le père, il y avait la terre, il y avait les champs. Mais je n'ai pas aimé du tout, mais j'ai respecté. J'ai respecté, c'est une adaptation. C'est pour ça qu'on appelle adaptation. Adaptation, c'est transposer une œuvre d'un texte écrit à un texte visuel, à quelque chose de visuel. Et ce passage-là pourrait passer par des filtres qui ne sont pas ce que l'écrivain souhaiterait, mais que le cinéma exige malheureusement, ou heureusement. Justement, je voudrais continuer sur cette question de fidélité. Disons, du côté des producteurs, parier sur un scénario s'inspirant d'une œuvre littéraire est bien sûr à l'avance rassurant. Il y a déjà un public qui a testé l'histoire
et par conséquent déjà un public, disons, curieux, souhaitant découvrir le film. Vous ne pensez pas que la présence et la participation de l'auteur lors de l'adaptation, pardon, est plus sûre et plus efficace pour garder la magie de l'histoire? Non, non, parce que l'écrivain, il est envahissant. L'écrivain, il devient désagréable, il devient carrément chiant parce qu'il veut s'imposer au réalisateur. Et c'est pour ça qu'il faudrait le mettre un peu en retrait de tout ça. C'est vrai que c'est bien que l'écrivain puisse valider ne serait-ce que le scénario, mais c'est une opération qui a toujours été assez conflictuelle, assez violente quelquefois. Et c'est pour ça que généralement une œuvre, quand elle passe au cinéma, elle passe par une autre écriture, celle du scénariste lui-même. Sincèrement, moi, je ne suis pas qualifié pour dire lequel a tort. Est-ce que c'est l'écrivain qui a tort d'imposer son œuvre telle qu'elle est, ou c'est le réalisateur qui a tort de faire de cette œuvre sa propre interprétation des choses? Le plus important, c'est le produit. Quand le produit est bon, c'est fantastique. Quand on voit des films qui sont... par exemple, moi, j'ai lu l'œuvre de Jim Morrison, par exemple, l'automne, comment ça s'appelle, Légende d'automne. Le livre, il est fantastique et le film aussi. Hein. C'est-à-dire, je me suis régalé dans le texte de Jim Morrison et dans le film avec beaucoup, beaucoup de délectation. Vous avez parlé de l'expérience, mais حبيت نعاود نرجع معاك يعني القضية هذه. Vous avez fait une petite expérience en tant que scénariste, pas en tant qu'écrivain qui a vu ses œuvres être adoptées, mais ça a été très pénible pour vous parce que est-ce que le cinéma, c'est-à-dire ينحي هذيك l'intimité شوية على l'écrivain, parce que l'écrivain il est un peu dans son oui, il est libre. صح راح حر في oui. C'est une contrainte. On est presque, comment dirais-je, dirigé. Et ça, c'est très mauvais. L'exemple de Hemingway, par exemple, quand j'ai écrit le scénario, j'étais tellement heureux de l'avoir fini d'abord. Et puis, 2 mois après, il y a les producteurs américains qui me disent, voilà, ce n'est plus un homme qui va être comment dirais-je, le commissaire de la conditionnelle, celui qui va suivre la conditionnelle de mon personnage, mais une femme. Pour eux, c'est facile parce qu'ils n'ont pas trouvé peut-être l'acteur qui sied parfaitement ou le mieux à ce rôle. Donc, ils ont dit pourquoi pas une femme. Mais ils oublient qu'il y a tout un travail derrière. J'étais obligé de tout revoir, de tout réécrire pour que cette femme puisse trouver sa place dans l'histoire. Et ça, c'est un peu embêtant, surtout avec les Américains. D'ailleurs, je crains, quand je suis sollicité par des Américains, je ne suis pas tellement enthousiaste. Ceci est valable aussi pour La route d'Istanbul, par exemple. Quand j'ai écrit pour Rachid Bouchareb, je n'ai pas compris. Le scénario est reposé sur des choses très, très claires, très percutantes. Moi, je l'ai écrit pourtant avec Rachid Bouchareb qui était là, on discutait tout le temps et je lui expliquais la nécessité pour le spectateur de découvrir, le sort de cette fille en même temps que la mère. Donc, je dis, voilà, il faut commencer par un film où on est tous dans l'interrogation, on est tous dans l'expectative, et puis d'un seul coup, l'image est là, et au bout peut-être de 30, 40, 50 minutes, hop, on apprend ce qui s'est passé. Eh bien, quand j'ai terminé le scénario, d'autres scénaristes se sont introduits sans m'informer, sans mon aval, et ils ont complètement chamboulé le scénario. D'ailleurs, quand on m'a invité pour l'avant-première restreinte, juste pour les gens qui ont participé au film, quand j'ai vu la première image, cette fille qui déclare à la télé, sur Facebook, sa décision d'aller faire la guerre en Syrie, c'est comme si on m'avait poignardé. Vraiment, j'étais outré, j'étais très blessé même parce que j'ai fourni des efforts pour rien, pour qu'à la fin, des gens qui ne connaissent rien au sujet s'immiscent dans un scénario qui les dépassait de très loin. D'ailleurs, ils avaient écrit un scénario avant qui n'était pas acceptable, qui était même
assez dérangeant de par c'était un scénario brouillon. Il ne portait aucun message ni aucune crédibilité. C'était un scénario qui n'était pas crédible du tout. Et les voir intervenir dans le mien, ça m'a beaucoup gêné. C'est pour ça que depuis quelque temps, je fais très attention. Par exemple, dernièrement, il y a un réalisateur marocain qui voulait adapter Les anges meurent de nos blessures. C'est un réalisateur producteur en même temps, donc il a les moyens de son projet, sauf qu'il m'avait proposé de transposer l'histoire algérienne au Maroc. C'est-à-dire mon personnage Sirombo et ce devait d'être un Marocain. J'ai dit, écoutez, ça ne va pas la tête. Déjà, on a beaucoup de difficultés à tourner nos propres films en Algérie. On ne va pas aussi exiler l'œuvre algérienne ailleurs. Donc, je n'ai pas marché, comme j'ai refusé pas mal, je vous assure. Il y a au moins 4 titres qui ont intéressé des producteurs et des réalisateurs. J'ai dit non parce que le projet ne cadrait pas. Et j'ai dit que je préfère qu'un jour les Algériens eux-mêmes fassent ces films plutôt que de les confier à des gens qui sont capables de défigurer toute l'histoire. Est-ce qu'il y a des réalisateurs algériens qui s'intéressent à vos œuvres? Non, pas du tout. Non, ils s'intéressent à moi quand il s'agit de protester. Quand je cède mes droits à un réalisateur étranger, ils ne sont pas contents pourquoi tu as fait ça et tout, mais ils n'ont jamais osé tout simplement prendre leur courage à deux mains et aller vers une œuvre qui aurait pu les aider à mieux se faire connaître. Je sais que, par exemple, Aquarelle Lilou a intéressé quelques producteurs algériens, quelques réalisateurs algériens, mais ils n'ont pas réussi aussi à avoir le financement nécessaire. Mais c'est dommage. Moi, je serais ravi de voir une œuvre algérienne adaptée par des Algériens. Mais je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, ce n'est pas les candidats qui manquent. Justement, je voudrais rebondir sur un truc. Les grandes maisons d'édition aujourd'hui se dotent de services consacrés à la gestion des droits de l'audiovisuel. Et une question que je voudrais poser, disons, le cinéma aujourd'hui ne sait pas ou ne peut pas se passer de littérature. Peut-être parce que tous les sujets ont été épuisés, surtout avec les séries. Maintenant, il y a une sorte de frénésie cinématographique qui refuse de prendre un moment de souffler. Donc, elle est tout le temps dans la création parce que le public le demande, l'exige. Il y a une demande très forte. Et c'est pour ça que tous les sujets paraissent épuisés. Et c'est là qu'intervient la littérature qui pourrait proposer d'autres façons de voir les choses et d'autres façons de refaire, de réinventer le cinéma. Monsieur Yasmine Khadra, vous avez été adapté au théâtre, en BD, à la télévision, au cinéma et en film d'animation. Quel support vous avez trouvé qu'il convient le mieux à vos œuvres? Quel support? C'est les films d'animation, le théâtre, la BD, la télévision, le cinéma? Tous les supports sont importants, hein, parce que chaque support a sa propre façon de proposer une œuvre. Le théâtre, c'est magique. Le théâtre, c'est magique. J'ai vu quelques adaptations, même à l'étranger. Par exemple, j'ai la chance d'être adapté au théâtre, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique subsaharienne, en Algérie, en Europe. Donc, j'ai vu quelques pièces et il y a une telle diversité. Quand vous voyez, par exemple, l'adaptation de l'attentat à Bruxelles, belge, et l'adaptation allemande, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais en même temps, c'est le même texte, c'est le même personnage. Donc, le théâtre, il nous propose peut-être un peu plus de liberté. Ce n'est pas comme le cinéma. Le cinéma, il est strict. Voilà. On ne bouge pas avec le cinéma. L'image, elle est souveraine. L'image est souveraine, mais le théâtre, il y a toujours cet espace et ce rapport direct avec
avec les acteurs. On est dans une sorte d'interactivité, quoi. C'est bien. Mais tous les supports, moi, me plaisent. Moi, j'ai la chance d'être adapté un petit peu à tout. Il y a aussi d'autres romans qui vont être adaptés en bande dessinée, comme Dieu n'habite pas à la Havane, qui va sortir en novembre. Il y a aussi Les Amis du Seigneur, qui est adapté par un Algérien. C'est merveilleux, qui va peut-être sortir au début de l'année prochaine. Les Irlandais, ce que le jour doit à la nuit aussi, qui va être adapté. Mais pour moi, c'est quelque chose de gratifiant. Je suis très, très reconnaissant à ces gens-là, vraiment très, très reconnaissant. Si on revient à l'adaptation, est-ce que vous pensez pas que ce sont deux matériaux totalement différents, la littérature et le cinéma? C'est-à-dire, par exemple, une œuvre littéraire, c'est plutôt la description, les figures de la langue qui font la beauté de l'œuvre, alors que le cinéma, مشهد اللي l'écrivain يقعد 4-5 pages en train de le décrire, il prend 5 secondes, 10 secondes, c'est plus visuel, c'est un autre support, c'est un autre matériel. Donc, est-ce que كاين يعني تناقض في هذا الامر اللي يخلي الناس اللي يقروا لوفر ليتيرير يحسوا روحهم شويه un peu dépaysés من يشوفوا l'adaptation du cinéma? Moi, ça ne me dérange pas, certainement. Quelquefois, l'image parle très vite par rapport à un texte, mais la différence entre un livre et un film, c'est que dans le livre, on peut aller au plus profond de la psychologie de la personne. La psychologie n'est pas seulement interprétée par des gestes ou par des attitudes. Dans le livre, elle est beaucoup plus introspective, elle est beaucoup plus... intériorisée. Non, elle est mieux cernée. On comprend mieux le personnage. Il y a peut-être des métaphores qui sont capables aussi d'effacer une image. Une métaphore peut très bien servir de visuel beaucoup mieux adapté qu'une image. Mais le cinéma aussi ne peut pas se permettre cette liberté. Le livre, il s'étend. Le livre, il s'étend sur 400, 500 pages, 200 pages. Mais le cinéma, il est obligé de se réduire au minimum. Donc, au bout de 3 heures déjà, on lâche un peu l'attention. Et un livre, on peut toujours s'arrêter à un certain moment, le reprendre plus tard et puis le continuer, comment dirais-je, le savourer page par page. C'est pas comme dans cette vélocité que nous impose le cinéma. Voilà. Mais c'est pas du tout ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas du tout incompatible. Mais ce sont deux sensibilités esthétiques totalement différentes parce que par exemple, je ne suis pas un grand lecteur, mais je suis un peu cinéphile. Et les sentiments que peut ressentir le lecteur qui est en train de lire la description, par exemple, la psychologie d'un personnage, un cadre serré, par exemple. Je ressens la même chose dans un cadre serré, dans une ambiance un peu dans la caméra qui est en train de bouger, qui crée un peu l'effet angoisse. Est-ce que ce ne sont pas deux sensibilités esthétiques différentes? Je ne dirais pas sensibilité, je dirais filtre. Ce sont deux filtres différents. Un livre, ça passe par le cerveau et ça va au cœur. D'accord? L'émotion passe par le cerveau et ça va au cœur. Le cinéma, ça passe par les yeux et ça va directement au cœur. Donc, l'émotion, elle emprunte deux couloirs différents quand il s'agit de lire et quand il s'agit de voir. C'est pas la, mais ce sont deux filtres et pas la sensibilité est la même parce que il y a cet effet artistique, il y a aussi cette volonté d'intéresser, de séduire, voilà, de transporter, de faire voyager. Le cinéma, on est sur une chaise ou dans un fauteuil ou sur un canapé et hop, on embarque, on y va. Mais avec le livre, on est dans sa tête. On n'est pas sur un canapé, on oublie qu'on est assis. On est dans sa tête. On est en rapport, il y a une connexion très très forte avec le texte et l'esprit. Donc le voyage, il est beaucoup plus opiacé. C'est un voyage opiacé. Il a une dimension beaucoup plus large que la dimension que propose le cinéma. Justement,
je voudrais revenir sur ce que le jour doit à la nuit, et le film d'Alexandre Arcadi, bien sûr. Et en lisant, j'avais lu le livre avant, et je me suis façonné une représentation imaginaire sur le livre. Et le film, disons au début, il ne m'a pas trop accroché. La deuxième moitié du film, je l'ai trouvé superbe. Vous ne pensez pas que pour ce que le jour doit à la nuit, qu'il fallait, disons, une adaptation fidèle, comme les Russes font, et non pas, disons, une adaptation libre? Oui, mais une adaptation fidèle aurait pu obliger le réalisateur à faire un film de 8 heures ou 10 heures ou 12 heures. Hein. Donc, Alexandre Arcadi est allé, il a traité surtout la partie qui lui parlait le plus. C'est un Algérien qui a été obligé de quitter sa maison, qui a laissé derrière lui les photos de sa mère, qui n'a pas eu le temps de prendre. Il a laissé derrière lui tous les souvenirs d'enfance. Donc, c'était une aubaine pour lui de pouvoir reconquérir tout ce qui lui a été confisqué à travers l'image. Et je le respecte pour ça. Donc, je lui ai peut-être reproché certains raccourcis. Par exemple, dans le film, Jiménez et Rutio, ils sont les mêmes et pourtant ce sont deux personnages différents, mais ce sont des raccourcis qu'il a traités d'une manière assez judicieuse à la fin, finalement. L'émotion était là. Même moi, par exemple, j'aurais aimé qu'il s'attarde un peu sur Jinan Jato, parce que c'est Jinan Jato qui va expliquer tout ce qui va suivre par la suite. J'aurais aimé qu'il s'attarde un petit peu sur la rencontre du père et du fils quand le père est éjecté d'un bar comme ça. Et moi, j'ai mis presque une page à décrire uniquement ce regard entre le père et le fils, cette hébétude, cette chose qui a pétrifié les deux. Et d'un côté, c'était la perplexité de l'enfant et de l'autre, la honte absolue du père. Mais lui, il a fait un passage assez rapide sur ce moment qui, pour moi, est le plus important moment de tout le roman. Voilà. C'est aussi ce que j'ai reproché à Zied Doueri. Les moments cinématographiques qu'il n'a pas su déceler dans mon livre. Par exemple, lorsque le docteur Jafari revient chez lui, il apprend finalement que c'est sa femme qui est derrière l'attentat. Il va prendre un bain, il est dans sa baignoire, il s'endort dans sa baignoire. Et le matin, l'eau est froide, lui, il est gelé. Et c'était un moment cinématographique absolu que le réalisateur a laissé passer. Donc, je n'ai pas le talent d'un réalisateur, mais à travers mes livres, je lui propose quand même des supports assez parlants, assez forts pour le cinéma. Mais quelquefois, il y a une telle interprétation qui se fait, qui s'établit dans l'esprit du réalisateur qu'il perd de vue ce que l'écrivain se tue à montrer, à rendre visible à travers son texte. Peut-on tout adapter? C'est-à-dire, est-ce que qu'il y a des œuvres plus adaptables? Est-ce que ça se dit plus? Est-ce que qu'il y a des œuvres qui sont plus... Non, il y a des œuvres qui ne sont pas adaptables. Même cinéma. Non, il y a des œuvres qui ne sont pas adaptables du tout. Hein. Des œuvres qui s'inscrivent dans l'exercice de style, qui n'apportent pas... Vous savez, dans un roman, ce n'est pas l'écrivain qui est le chef, c'est le personnage. C'est le personnage, c'est lui qui porte l'œuvre. Si le personnage est crédible, tout le reste devient crédible. Mais si l'écrivain n'arrive pas à insuffler une âme véritable, une crédibilité incontestable à son personnage, l'histoire devient presque un exercice de style. Donc, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas faits pour le cinéma. Et certains écrivains n'écrivent pas de façon imagée, n'écrivent pas avec le souci de voir un jour leur œuvre adaptée. Ils écrivent avec un style purement littéraire qui consiste surtout à séduire l'esprit avant de séduire les yeux. Justement, est-ce qu'un best-seller est forcément un bon film? Ben, ça dépend du réalisateur, on ne sait pas. Il y a des livres qui sont assez modestes, mais qui sont, une fois portés à l'écran, deviennent des chefs-d'œuvre. Parce que là, il y a la patte du réalisateur. Donc, ça dépend. On peut pas. C'est tellement... Ça se diversifie. Ça part d'un génie à l'autre, d'un talent à l'autre, d'une compétence à l'autre, d'une connaissance parfaite à l'autre. Donc, ça dépend. Ça dépend. Je peux pas...
Il y a des œuvres qui sont... C'est un peu comme les traductions. Les traductions, vous savez, quelquefois, il y a une œuvre qui est maladroitement écrite dans le texte original. C'est un texte qui est maladroitement écrit. Et quand il est traduit, le traducteur y apporte des corrections. Il il lui insuffle une vivacité et il le rend beaucoup plus vivant, beaucoup plus attachant, beaucoup plus séduisant. Et oui, et comme vice-versa aussi, on peut parfaitement passer d'une œuvre magistrale, une œuvre originale magistrale, à une traduction béquillarde, approximative et décevante, déprimante même. Justement, bien sûr, je rappelle à mes amis cinéphiles qui peuvent continuer à nous poser leurs questions. Et on a déjà commencé à les poser. Une question maintenant de Selma qui dit, on connaît bien sûr, on sait que Yasmina Khadra il est très attaché à ses origines. Peut-on un jour voir, disons, un livre ou un scénario يدخل مستوحى من البيئة الصحراوية et votre, disons, مسقط رأسك قناة ساعة بالشهر. Ah ouais, c'est certain. Je vais même vous dire une chose. Le livre que j'écrirai sur Kanatsa sera le plus beau livre de toute ma bibliographie. Ah, c'est certain, parce que le Sahara, côté jusqu'à présent, j'ai écrit, par exemple, ce que le mirage doit à l'oasis, où j'ai un dialogue assez rude et assez chaud avec le désert. Et là, j'ai entendu des acteurs lire mon texte à Bruxelles, par exemple. Je me suis dit, oui, je suis peut-être prêt à écrire un livre sur le désert, mais j'ai peur, parce que je veux que ce livre soit le meilleur que j'aurai à écrire. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Le Sahara, j'ai tellement d'amour pour Knatsa, pour la Sahara, pour les gens de la Sahara qui sont d'une gentillesse, qui sont d'une authenticité, qui sont d'une générosité incroyable. Moi, en septembre dernier, j'ai pris mes filles et mon épouse, on est allé visiter, leur montrer, surtout à ma fille, le pays natal de son papa. Et j'étais sidéré par cette gentillesse, par cette... Comment dire, ce sont des gens débonnaires, ce sont des gens d'une âme absolument charitable. Ils sont dans l'humilité la plus, comment dirais-je, dans une humilité sainte. Ce sont des gens, ce sont tous des saints. Les gens de Knatsa, ils sont tous des saints. Vraiment, ce sont des êtres magiques et je suis très fier d'appartenir à cette communauté qui a su rester elle-même malgré les fourberies de l'âge, malgré tant de clochardisation, malgré tant d'exclusion, tant d'intrusion malveillante. C'est un peuple magnifique, les gens de Knatsa, je vous assure. Yasmina Khadra, عندنا une question. تناول البروسيسوس ديكريتور عندك مي يعني عادل الخروق يقول لك c'est-à-dire اسكو قبل ما تكتب تشوف الفيلم تاع اسكو فوزالي اكرير في راسك c'est-à-dire اسكو راك تحول الفيلم اللي تشوفه في راسك الى احرف. اي هذه حقيقة. لا هذه حقيقة وهذه يعني الشيء اللي يخصني أنا قبل ما نبدأ نكتب لازم القصة تكون في راسي، تكون يعني باينة، تكون يعني من بعد الكتابة تجي من بعد طبعا. C'est pour ça que mon écriture est imagée, parce que je marche avec une caméra sur l'épaule, j'essaie de capter tout, d'absorber tout et d'emmagasiner tout ça dans ma tête. Vous êtes le réalisateur, donc vous êtes le réalisateur de vos... Absolument, oui, je commence par concevoir l'histoire dans ma tête, parce que le vrai problème qui se pose à moi, المشكل يعني القاسي جدا هي الكتابة. C'est l'écriture qui me prend tout ce temps. C'est l'écriture qui est une épreuve pour moi, c'est pas l'imaginaire. L'imaginaire, c'est très, très facile pour moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas tellement apprécié la réalité de ce monde, donc qui se cache à travers la fiction. D'ailleurs, j'ai écrit quelque part que la fiction me venge de l'affliction du réel.
C'est-à-dire, le monde est tellement décevant, tellement dérisoire, tellement rudimentaire. C'est comme si l'humanité n'arrive pas à s'éveiller à elle-même, à la chance qu'elle a de vivre sur une planète qui est unique dans le cosmos. La planète Terre, c'est un véritable paradis, mais nous sommes des démons et nous n'arrêtons pas de la détériorer et de lui prouver tous les jours combien nous sommes ingrats et terrifiants de maladresse et d'injustice. Donc, voilà, cette fiction, moi, ça, elle m'accompagne tout le temps. Si je m'attardais un peu sur la réalité autour de moi, peut-être que je mourrais très jeune. Je mourrais triste, triste à crever. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprendrai jamais les gens qui sont dans l'aigreur, les gens qui sont dans la déprime, les gens qui sont horrifiés par l'émerveillement. Ça n'a pas de sens. Les gens qui sont hostiles au génie, au talent des autres, au lieu de s'en inspirer, au lieu d'en profiter. C'est quoi le cinéma? C'est quoi le théâtre? C'est quoi la musique? C'est quoi la littérature? Ce sont des générosités. Comment peut-on détester quelqu'un qui a du talent? Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Donc, la fiction me permet d'être dans ma bulle et de continuer de sévir contre les traumatismes extérieurs à travers des histoires qui me restituent tous mes rêves et tous mes moyens d'être heureux. Justement, il y a une question de... Oui, vas-y. السؤال الثاني من واحد من المتابعين تاع اللايف. مرحبا به. الله يسلمك. هل السينما والافلام يمكنها ان تطور من ذكاء الكاتب وتزيد من خبرته؟ هل اثرت فيك وما هي الافلام التي وجدت انها تفوقت على الروايه؟ هي في الحقيقه كل الاقلام تفوقت على السينما، كل الاقلام. Le travail d'un écrivain, il est beaucoup plus artistique qu'un travail de réalisateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la littérature, c'est une vocation assez peut-être, comment dirais-je, assez snob, assez pédante, mais non, ça dépend des auteurs. Moi, par exemple, j'ai toujours considéré la littérature comme un art. Pour moi, c'est de l'art. Et j'essaie d'être peintre dans mes livres. Je peins avec des mots. Parce que c'est dans mes veines. Je suis comme ça. Je prends un caillou qui est le mot qui ne veut absolument rien dire. C'est juste un mot qui a un sens. Mais il ne communique rien d'autre, à part le sens. On prend ce mot et on lui insuffle une âme. Et ce mot commence à vivre. Et puis, on le voit germer, on le voit bourgeonner, on le voit d'un seul coup exploser comme un feu d'artifice. C'est ça la magie la magie d'un écrivain. C'est de pouvoir faire d'une phrase une émotion. C'est de pouvoir faire d'une trouvaille, voilà, d'une tournure de phrase, un tourbillon émotionnel. C'est ça, c'est comme ça que je travaille. Moi, si je me mets uniquement à encorder des mots et des phrases, ça ne m'intéresse pas. Il faut que moi-même, je sois complètement séduit par mon propre travail avant de le proposer au lecteur. Il y a des livres ici, par exemple, le roman sur la Tunisie. J'ai commencé c'est un roman policier parce que j'ai toujours cette âme maghrébine. Moi, je pense souvent à maghrébin, je ne pense pas uniquement algérien. L'Algérie, c'est un peu comme ce faucon magnifique, comme cet oiseau royal, impérial, magique qui a ses ailes qui sont la Tunisie, le Maroc, et avec cette complétude, on peut s'envoler vers un monde meilleur. Donc moi, je pense maghrébin. C'est pour ça que j'ai écrit un roman pour le Maroc avec Sarah Iker, qui va d'abord, je pense qu'il y a quelqu'un qui va l'adapter, mais normalement, je n'ai pas besoin de le dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vous la cite déjà, à force de parler français. لازم تستر الأسرار تاعك باش تحقق أحلامك. Voilà, et pour la Tunisie, par exemple, j'ai écrit la première partie, c'était magnifique, et un jour, je vois un film, et c'est exactement la fin que je voulais pour mon roman. C'est exactement la fin. Ça m'a scotché, ça m'a scié. Et depuis, je n'arrive pas à continuer parce que je n'ai pas trouvé la chute qui, au départ, était déjà dans ma tête. Et c'est très difficile aujourd'hui d'essayer de faire le remplacement.
le remplacement. C'est-à-dire comme un joueur, vous avez un magnifique joueur sur qui vous comptez au cours d'un match de football, une finale de la Coupe d'Europe ou d'Afrique ou je ne sais quoi. Et ce joueur qui va porter votre équipe, hop, il se blesse à 30 minutes de jeu. Le film, eh ben, mon Ramon, il s'est blessé. Il s'est blessé, donc je n'arrive pas à trouver un remplaçant digne de le porter jusqu'au bout. Le film qui vous a le plus marqué, Les films, quelle est la bataille vraiment émotionnellement marqué. Je ne suis pas chauvin, je ne suis pas chauvin du tout. Hein. Je dis que le film qui m'a le plus bouleversé, comme j'ai été, ce sont des séquelles peut-être militaires parce que j'ai toujours été dans l'armée et donc ce sont surtout les films de guerre qui m'ont marqué le plus. Je commencerai par la bataille d'Alger. Je crois que je l'ai vu 100 fois avec la même émotion. C'est incroyable. C'est le film. Je deviens. Jamais je n'ai atteint la satiété en regardant ce film. Je suis toujours dans une constante frugalité. Voilà, c'est un film. D'ailleurs, j'aurais souhaité rencontrer, comment il s'appelle, le réalisateur. J'ai rencontré son fils en Italie, d'ailleurs, il m'a envoyé un autre de ses films, et j'aurais aimé le rencontrer. Je le connais, donc je ne sais pas, peut-être c'est la fatigue, je n'arrive plus à retrouver son. Oh mon Dieu. Donc, justement, je vais continuer sur. Et avec Ennio Morricone qui a fait une musique surnaturelle pour ce film. J'ai aimé, par exemple, il y a La Strada. Il y a La Strada avec Anthony Quinn et l'épouse de Fellini, je crois, qui a joué dans ce rôle. C'est un film qui m'a bouleversé comme Le voleur de bicyclette. Je ne sais pas, moi je l'ai vu, ça fait longtemps, mais ce sont des films extraordinaires. La déchirure, il y a beaucoup de films. Au milieu coule une rivière, il y a des choses fantastiques dans le cinéma. Voilà. Justement, en parlant de coups de cœur, et aussi les livres qui vous ont marqué. Quel est le livre que vous voudriez un jour le voir adapté? Je ne sais pas s'ils sont adaptables parce que l'un des livres qui m'a le plus bouleversé, c'est Shajarat al-Bu's. Shajarat al-Bu's de Taha Hussein, que je considère comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Hein. Il est supérieur au prix Nobel, à tous les prix Nobel jusque-là. C'est une magnificence à lui tout seul. C'est la littérature incarnée. Là aussi. Par exemple, les films que j'aimerais bien voir adaptés, ce sont les romans de Naguib Mahfouz. Tous les romans. C'est magique ce qu'il écrit, ce bonhomme. Vraiment, c'est imagé, c'est riche, c'est cinématographique. Voilà. Il y a Le Petit Prince. Bon, Le Petit Prince, on l'a vu en bande dessinée. La littérature algérienne, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas moi. Il y a de très beaux textes, mais est-ce qu'ils sont adaptables aussi? Oui, par exemple. Mais ils ne feront pas de grands films, c'est sûr, parce que le livre est beaucoup plus important que Mouloud Mamri, Le Sommeil de Juste, par exemple. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le livre de Malik Haddad aussi. Moi, j'adore. C'est mon idole, Malik Haddad. Il y a une question à Mouloud Farhoun. Il y a une question à Mouloud Farhoun. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut adapter? Oui, on peut adapter, mais ça ne sera jamais comme le livre. Alors, je ne pense pas le Fils du pauvre. Oui, le Fils du pauvre. Oui, c'est possible, le Fils du pauvre avec Fouroulou, oui. Mais il y a une telle magie dans cette littérature que quelquefois l'image risquerait de brouiller toute la beauté, tout le charme, toute la force du texte. Mais s'il y a des gens qui ont tellement de respect pour l'œuvre, je suis sûr qu'ils pourront faire quelque chose de fantastique. Il y a une question qui revient au cinéma ou mais je sais pas est-ce qu'elle revient pour la littérature. Il y a une واحد راه يتابع في اللايف طرحها لنا c'est la question تاع الدرجه. C'est-à-dire est-ce qu'elle peut constituer un langage ou une langue في le cinéma ou pour la littérature الدرجه الجزائري. La littérature, je ne pense pas. Je ne pense pas. La littérature, je ne sais pas. Moi, je suis gêné quand je lis, par exemple, des gens écrire Derja. Il n'y a pas cette. Derja Tana n'est pas assez riche pour donner, comment dirais-je, pour respecter l'émotion.
l'émotion que pourrait donner. La langue arabe, elle est immense. La langue arabe, c'est un océan. La poésie, de temps en temps, on نروح المشرق مثلا ويعرضوني بعض السهرات الشعريه، اقسم بالله نبقى je reste fasciné par cette langue. Mais le cinéma, oui. Le cinéma, nous pouvons. Déjà, c'est mieux encore. واحد الوقت كانوا في la télévision algérienne dans les années 80 peut-être ou 70 كانوا يديروا de très belles émissions à l'époque. Vraiment, c'était très intelligent. Les Algériens faisaient des merveilles à l'époque. ويديروا des parodies اقتباس تاع افلام يعني من الولايات المتحده ومن الاوكسيدون، بالدارجه كانت يعطيها يعني صدى قوي جدا، وكان يعني صدى يقيسنا مباشره. Donc mais tout dépend, je reviens et je le répète, tout dépend de l'écrivain et tout dépend du réalisateur. S'il a entre les mains une baguette magique qui est capable d'un petit geste assez anodin d'éclater autour de nous toute une féerie, ce serait fantastique. Mais s'il n'a pas cette baguette, s'il n'a pas ce génie, s'il n'a pas ce talent, il peut toujours remplir, gâcher des pellicules et des pellicules. Ce que je déplore dans notre pays, c'est justement la pauvreté de la production. Nous avons beaucoup de talent, nous avons des réalisateurs qui sont en train de se décomposer à l'ombre de toutes les disqualifications et de toutes les exclusions, et alors qu'ils sont capables de nous émerveiller. Il faudrait que le cinéma retrouve toute sa dynamique en Algérie. L'Algérien, si l'Algérien ne connaît pas son histoire, c'est parce que d'abord, il n'a pas la tradition de la lecture, ce qui est dommage, mais il pourrait très bien avoir la tradition du cinéma, et le cinéma peut raconter l'histoire, il peut éveiller notre jeunesse à son passé, à sa mémoire, et à ce que la société attend, la nation attend d'eux. Alors, le cinéma doit retrouver, doit intéresser au plus haut niveau, et il faut qu'il devienne un sacerdoce, le cinéma en Algérie, parce que nous avons laissé cet espace magique à toutes sortes de dépotoirs qui ont failli faire de nous des détritivores. Et c'est lamentable, c'est lamentable. Un pays qui n'a pas son cinéma, qui n'a pas son théâtre, qui n'a pas sa littérature, ce n'est pas un pays, c'est juste un zoo, quelque part, où les rois sont lui, et les parois aussi. Justement, en parlant, disons, d'un état des lieux de la culture et du cinéma, spécialement en Algérie, je voudrais continuer là-dessus. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au cinéma algérien? Ce qui manque, c'est tout simplement l'intérêt de l'État lui-même. Il faut que l'État crée une institution, je crois qu'elle existe même, qui aura pour mission de relancer le cinéma algérien. De relancer le cinéma. Nous sommes en train de perdre de vue des acteurs magnifiques, des réalisateurs magnifiques, des techniciens magnifiques, des producteurs magnifiques. Et c'est ce marasme-là, cette négation, cette néantisation de cet espace qui a donné, qui a laissé la place à toutes les saloperies qui ont failli faire de notre peuple un peuple rébarbatif. Donc la culture aide une nation à voir clair dans ses projections, dans ses perspectives. La culture, c'est ce qui honore le plus une nation, parce qu'elle est considérée comme ce qu'un peuple peut donner de meilleur pour lui-même et pour les autres. Et si la culture n'est pas soutenue, si elle ne devenait pas la clé de toutes nos espérances, nous allons nous enfermer dans l'obscurantisme qui jusque-là a prouvé que nous étions capables du pire, alors que nous sommes capables du meilleur aussi. Nabil, avant de conclure, parce que je crois qu'on a dépassé 1 heure, où il y a beaucoup de questions, j'ai une question qui est un peu inspirée de Bzef Asila. Il y a une question qui se pose au cinéma, et je pense aussi dans la littérature. Est-ce qu'on parle
trop de la décennie noire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une overdose, le traitement dans la décennie noire, dans la littérature et dans le cinéma. Dans le cinéma, il y a une la décennie noire, soit directement du sujet, ou inspiré de la période. Dans la littérature aussi, est-ce que vous pensez qu'on en parle ou pas assez? Pas assez, pas assez, pas assez, parce que c'est une décennie qui a failli nous dépeupler. C'est une décennie qui a prouvé que d'un seul coup, le peuple n'est pas homogène, que c'est juste une masse d'individus qui vivent sur un même territoire, avec un même drapeau, une même constitution et une même langue. Et d'un seul coup, ce peuple qu'on croyait fraternel, fusionnel, animé par un même idéal, ben, il s'est fracturé, il s'est émietté et on a vu sortir de cette nation des monstres qui se sont attaqués à leurs propres frères, à leurs propres cousins, à leurs propres cousines, à leurs propres sœurs, à leurs professeurs, à tout ce qui était censé les aider à voir clair dans leur nuit. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez. Le seul problème, il faudrait peut-être donner plus de respect à cette décennie. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans le cinéma, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Soit on a quelque chose à dire pour que cette décennie ne revienne jamais, soit on fait autre chose. Mais ce n'est pas assez. Vous savez, combien de livres écrits sur Jack l'Éventreur? Des centaines. Combien de livres écrits sur Napoléon? Des milliers. C'est pareil. Combien de livres écrits sur la Shoah ou sur la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale? Ça ne, mais ce n'est pas la quantité qui prévaut, c'est surtout la qualité. Et on voudrait que cette décennie soit greffée ou scarifiée dans notre mémoire, mais d'une manière assez parlante et assez instructive. Mais je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, avant que je passe la main à Nabil Bachir, je voudrais juste rappeler Il y a eu des questions des internautes parce que. Il y en a. On en a pas posé beaucoup. Hein? Depuis 20 minutes, Rana, on pose les questions des internautes. Ah, très bien. Il y en a tellement que peut-être. Allez, à côté, moi je suis prêt à aller jusqu'à 10 minutes de plus. Pour eux. Il ne faut pas les frustrer. S'ils veulent poser souvent les questions, il ne faut pas les frustrer. Puisque c'est comme ça, alors il y a une question qui parle de. Il faut juste être bref pour permettre un maximum d'intervenants de poser leurs questions. Donc, on va arrêter avant. المتابع طارق رحال عرفنا باللي اثرت عليك يعني المنطقه يعني الاصول تاعك منطقه الكناسه ولكن ما هو تاثير منطقه المالح عليك في لي زوفر تاعك اللي وين كانت حاضره في سو لو جور دو كان يعني c'était une rencontre, une belle rencontre. Moi, je passais souvent كنت نمر بهذه القريه المدينه هذه كل اسبوع. كوني كنت أعمل في مغنية في les gardes frontières في حراسة الحدود. Un jour, je me suis arrêté. Avant, je n'avais pas de voiture, j'étais lieutenant et je n'avais pas de voiture, donc je prenais le taxi ou bien le bus. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'avoir une petite Fiat 128 complètement braque-ballante. Donc, et ça m'a permis de m'arrêter dans ce village qui m'interpellait à chaque fois que j'ai passé par là, il m'interpellait. Et j'ai trouvé que ce village avait quelque chose. Il y avait un mystère, parce qu'il y avait de temps en temps, je voyais des fantômes qui me regardaient à travers des fenêtres closes, à travers des volets clos, donc, qui sortaient de l'ombre. Et je me suis dit, voilà, un village qui pourrait me servir, parce que déjà, j'avais ce que le jour doit à la nuit dans ma tête depuis des années. Et ce village se prêtait absolument à l'histoire que je voulais raconter. Mais je suis interpellé par beaucoup de villes en Algérie. Rio Salado, il a été sur mon chemin, mais je peux très bien écrire un livre à Annaba ou la Skigda ou la Blida. Blida revient dans mon prochain livre. Voilà, moi, je suis amoureux de ce pays. Je suis amoureux de l'Algérie. Toutes les villes me parlent et tout. J'ai le sentiment d'être célébré partout où je passe parce que les gens en Algérie, alhamdoulilah, m'apprécient beaucoup et me soutiennent beaucoup, ils m'encouragent beaucoup. Donc, partout où je vais, j'ai envie de consacrer une œuvre à ces villes qui m'ont toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance. Quelle est une question un peu
بوليميك لابار فيصل شيبان على لادابتاسيون تاع روايه الصدمه. مالا روايه الصدمه اللبناني زياد الدويري، وصور الفيلم في اسرائيل يعني، واثار ضجه شويه يعني. كيسكو فوز اون بونسي؟ Moi, je trouve que c'est criminel de s'attaquer à un artiste. Bon, l'histoire se passe en Palestine et en Israël. Ben, c'était tout à fait normal qu'il aille tourner le film sur les lieux de l'histoire. Ce que je trouve scandaleux, c'est la réaction de la Ligue arabe qui a interdit le film dans tous les pays arabes. La Ligue arabe qui a juste à côté d'elle l'ambassade d'Israël. Donc, il y a une absurdité et ça prouve combien les Arabes sont des lâches et combien ils sont stupides et combien il faudrait peut-être un jour les remettre à leur place, définitivement. C'est-à-dire un artiste ne doit pas obéir à des institutions ou à des lois à part sa propre vocation. Donc j'ai trouvé cette hypocrisie tellement ridicule, tellement affreuse, et surtout ils lui ont reproché d'avoir choisi des Israéliens comme acteurs. Un acteur n'a pas d'identité, mon ami. Un acteur, c'est un artiste qui propose sa générosité à tout le monde. Voilà, donc on va me crucifier parce que je suis traduit en Israël aussi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut d'une œuvre. Voilà, c'est pour ça que Sadma, d'ailleurs, lui-même, il a été intimidé parce que ça a été un très grand problème, l'attentat pour l'adaptation. Déjà, c'est à cause de ce livre que j'ai tous les problèmes du monde aujourd'hui, le livre. Hein. Et lui, il a rencontré aussi beaucoup de problèmes quand il était aux États-Unis, parce que le livre a été acheté par les Américains avant, par, comment ça s'appelle, cette Focus Feature, qui est la branche la plus instruite de Universal Pictures. Mais il y a eu des interférences, il y a eu des intrusions, il y avait un lobby qui a décidé que le film ne se fasse pas. Ils ont tout fait pour détruire ce projet et nous nous sommes battus pour que le film soit, pour que le roman soit adapté au cinéma grâce à Tarek Ben Ammar, le Tunisien, mon autre frère Tarek Ben Ammar, qui est un très grand producteur et qui s'est battu, qui avait aussi des entrées un peu partout aux États-Unis. Nous avons réussi à faire le film. Mais lui, le réalisateur, était traumatisé justement par cette campagne qui voulait absolument que le film ne se fasse pas et il a adapté le film en fonction des traumatismes qu'il avait subis, ce qui fait qu'il avait tellement peur de retrouver cette même ambiance, cette même menace. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été menacé, je n'en sais rien, en tout cas, il ne m'a rien dit. Mais il a été traumatisé, c'est pour ça que le film a été raté. Justement, on va sortir un petit peu de... Il y a une dernière question de la page Chouf Chouf, d'ailleurs, qui est en train de nous suivre sur ce live. On va sortir un petit peu du cinéma. Est-ce que l'écrivain doit se soumettre à une discipline pour écrire ou c'est tout simplement inné? La discipline est nécessaire. Hein. La discipline, c'est comme dans les armées, c'est comme chez vous à la maison, c'est comme dans votre travail. Il faut être discipliné, sinon l'anarchie n'a jamais conduit qu'au chaos. Elle ne conduit qu'au chaos, l'anarchie. Mais qu'est-ce que c'est que la discipline? La discipline, d'abord, elle n'est pas dans une sorte de rituel. C'est-à-dire, vous n'avez pas un horaire fixe, c'est-à-dire des heures fixes pour écrire. La discipline, elle est dans votre texte. Comment gérer votre texte? Parce que quelquefois, beaucoup d'écrivains sont tellement emportés par le lyrisme qu'ils s'éloignent de l'essence même du texte. Donc, ils sont un peu fascinés, ils sont comment dirais-je, ils sont éblouis par ce qu'ils sont en train d'écrire, mais ils perdent de vue ce qu'ils doivent écrire. Et ça, c'est dangereux. Et la discipline consiste de temps en temps à dire à ce lyrisme, stop. Je ne veux pas, moi, ça m'arrive aussi d'être emporté par un lyrisme, mais torrentiel, parce que déjà, il est 23h15, avec l'Algérie, c'est toujours une heure de décalage, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai un lyrisme torrentiel. Mais quand je me relis, je dis, tiens, cette partie doit disparaître parce que je veux qu'il y ait un rythme à mon texte. Et c'est pour ça qu'il faut être discipliné. L'écrivain se doit d'être souverain. Il faut qu'il soit souverain, il faut qu'il assujettisse son verbe. Si le verbe prend l'ascendant sur l'écrivain, c'est fini, il part en vrille. Quelle est une proposition? C'est après je lance les rendez-vous dans la semaine prochaine, une vie de faire la conclusion. On a reçu dernièrement un réalisateur tunisien qui s'appelle Ilyas Bakar et il est très intéressé pour adapter l'une de vos œuvres. Est-ce que vous êtes partant?
Ben, ça dépend du projet ça dépend de son projet. Moi, je ne dis pas non à tout le monde. Je dis, moi, je négocie avec le projet, pas avec le réalisateur. Je donne sa chance à n'importe quel réalisateur, il n'y a pas de problème. Parce que le talent peut surgir à n'importe quel moment et quelquefois, une œuvre bien faite peut permettre à un réalisateur de bien faire les choses. Donc, ça parle de, en fait, ça parle, juste au passage, ça parle de Khalil. Khalil, ah oui, Khalil, oui, oui. Je crois qu'il m'a écrit aussi, je crois. Je crois qu'il m'a écrit sur ma Facebook, je pense. Hein. Mais il y a beaucoup de demandes pour Khalil. Mais j'attends le projet. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce? Comment il compte adapter le livre? Voilà, il y a aussi la dernière du Rice qui a été acheté par un Sri Lankais. C'était quelqu'un de très convaincant et puis il avait un superbe projet. Malheureusement, s'agissant de Kadhafi, personne n'a voulu financer son film et il s'est tombé à l'eau. Mais c'est dommage. Moi, j'adore les Tunisiens. Je les adore parce que j'étais il y a 2 ans là-bas. J'ai eu un accueil mais incroyable. Je les aime et je les embrasse tous. Les garçons, les filles, les femmes, les épouses, les célibataires, tous les Tunisiens sont dans mon cœur, y compris comme les Marocains et comme les Algériens, Inch'Allah. Si le film se fait, Inch'Allah, le générique, on aura droit à une citation. Mise en relation, la page Cinéphilia. Inch'Allah, Inch'Allah, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Parce que les Algériens ont besoin d'avoir de temps en temps des fenêtres qui s'ouvrent sur la culture, sur le cinéma, sur le théâtre, sur la musique. Nous avons besoin de ça. Nous sommes en train de voir une jeunesse fascinée par les rumeurs, par les scandales, par les potins, par les extravagances et ça les éloigne d'eux-mêmes, ça les rend étrangers à eux-mêmes, mais la culture, elle nous restitue à nous-mêmes. وشكرا لك انت لانك قبلت بالدعوه تاعنا. انا برك حاب نقول للمتابعين تاعنا قبل ما خلينا بلا كونكلوزيون كو نهار الاثنين عندنا رونديفو مع المخرج الاماراتي عامر سالمين المري، ونهار الاربعاء عندنا رونديفو مع المخرجه الجزائريه صوفيا جاما. دونك ستي تيون ان شاء الله. Voilà. Avant de clôturer et pour laisser un dernier mot à notre invité, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. S'il y a un dernier conseil à donner aux jeunes cinéphiles et cinéastes algériens, ça serait lequel? Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la société et ce rôle est fondamental parce qu'eux, ils participent véritablement à construire une nation. Le livre, malheureusement, il ne touche pas tout le monde, hein. C'est une minorité qui lit. Mais le cinéma, c'est une ouverture assez vaste, elle est plurielle, elle est tentaculaire, elle entre dans les foyers à n'importe quel moment. Donc, le cinéaste, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Je sais qu'ils vont rencontrer pas mal de problèmes. J'espère que les autorités nous écoutent, nous suivent de temps en temps, ils s'intéressent à ce que nous disons, même s'ils considèrent que notre parole comme une banalité, mais qu'ils essayent d'être attentifs à ce qu'on dit. On est porteur de beaucoup de rêves, on est porteur de beaucoup d'ambition et il faut qu'ils aident le cinéma à s'épanouir dans notre pays. C'est absolument nécessaire et vital pour nous. Donc les cinéastes, voilà, j'attends de vous d'être complètement émerveillés et je suis certain que vous êtes capable d'émerveiller tout le monde. Merci. Alors, sur cette note, disons positive, on arrive malheureusement à la fin. On pourrait continuer durant des heures à débattre avec vous. Il est 23h20, je suis crevé. Alors, je vous dis, mes amis cinéphiles, à très bientôt sur Cinéphilia Society. Et watch, discuss and share on Cinéphilia Society. Et bonne soirée tout le monde. Merci Yasmina Khadra. Au revoir. Merci pour ce que vous faites. Barakallahu fikum. Bonne soirée tout le monde.